Bienvenue sur la Web TV du quotidien national d'information Horizon. Le rendez-vous de l'histoire d'aujourd'hui est consacré à Al-Arbi Ben Mhidi, une grande figure de la révolution algérienne. Il figurait parmi les 6 qui ont déclenché la révolution du 1er novembre 1954. Il a été assassiné le 4 mars 1957 par les parachutistes de Bijar et de Salon. Pour en parler, nous avons avec nous aujourd'hui M. Bouzid Ould Houssine, qui est réalisateur de documentaires sur l'histoire de l'Algérie. Bienvenue, M. Ould Houssine. Bonjour. Effectivement, l'Arbi Ben Mhidi a été assassiné donc le 4 février, le 4 mars 1957 par Ossaras, et qui était sous la direction de Massu. Et de Bijar aussi. Oui, Bijar. Et bien sûr, Massu c'était le chef de la bande. Pour parler de l'Arbi Ben Mhidi, on peut donc situer cette personnalité. Cette personnalité, l'Arbi Ben Mhidi, il est né en 1923 à Douar el-Kouahi. Ce qui est important, c'est qu'il est né entre deux grandes guerres. La Première Guerre mondiale, qu'on appelait la Grande Guerre, et la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont deux guerres qui ont profondément blessé la société algérienne. Parce que la première, elle a engendré quelque chose comme 25 000 Algériens qui sont morts qui ont perdu la vie dans les tranchées de la Grande Guerre. On parlait des milliers de... Sans compter là. Maintenant, quand on revient à cette date, cette période, c'est une première période, la naissance de l'Arbi Ben Mhidi coïncide avec le développement ou la naissance du mouvement national. Donc, c'est quand même le mouvement national. Donc, quand je parle du mouvement national, donc PPA, MTLD, l'UDMA, le Jamaït l'Ulama Ça a al-Muslimin. commencé par l'étoile nord-africaine. L'étoile nord-africaine, bien sûr. L'étoile nord-africaine en 1926 et le PPA en 1937. Voilà. Donc maintenant, pour revenir dans le détail, donc vous avez réalisé un documentaire sur l'Arbi Ben Mhidi, Sawt al-Ahrar. C'était à Canal Algérie, Michel, la chaîne publique de la télévision algérienne, Canal Algérie, où vous étiez réalisateur. Bon, maintenant, vous êtes à la retraite, on vous a mis à la retraite. Donc un réalisateur reste toujours un réalisateur. Mais disons que vous avez plongé dans la vie, dans le militantisme, dans l'engagement et dans le martyre de l'Arbi Ben Mhidi. C'est-à-dire vous vous êtes documenté pour réaliser ce documentaire. Donc, quel est votre sentiment en lisant ou en plongeant dans la vie de l'Arbi Ben Mhidi? Quelle personnalité il dégage? Quel sentiment vous avez eu à travers ça? L'Arbi Ben Mhidi, avec le temps, il a pris de l'ampleur. Il est né justement avec ce mouvement national. Donc, l'Arbi Ben Mhidi, il y a ce qu'on appelle l'éveil politique plutôt. L'éveil politique. L'éveil politique va se faire pendant cette période, donc, du développement du mouvement national. C'est très important, cette période. Donc, l'Arbi Ben Mhidi, il va faire du scoutisme, il va faire du théâtre, et en faisant du théâtre, il va s'intéresser et beaucoup lire Bertolt Brecht. Il va aussi jouer du football. Il va jouer dans l'équipe de Biskra. Il était à Biskra. L'USB, l'Union sportive de Biskra. Donc, c'est à l'image de toute cette jeunesse, ou tous ces qui vont être ses amis,
ses frères de combat. C'était une génération, en quelque sorte. Absolument, C'était une génération qui est venue au militantisme de l'époque. Alors, l'Arbi Belmhidi, c'est un peu l'âme tranquille. Il est sage, il écoute, et il a toujours été apprécié par ses amis, qu'on l'appelait Hakim, le sage. Voilà. Donc, c'est quand même, la chose, c'est qu'il a un destin un peu particulier. Un peu particulier parce que tout de suite, il va s'intéresser à la société. S'intéresser à la société, il va d'abord avoir, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'écho de la Première Guerre mondiale, donc, et tout ce qui a été, tous les corollaires, les malheurs et tout de notre société. Il a aussi appris une chose très importante. Il a eu aussi l'écho du petit-fils de l'émir Abdelkader, l'émir Khaled. Et l'émir Khaled, il a insufflé, il est parmi les premiers du lancement du mouvement, de l'idée du mouvement national, parce que il est arrivé, il a dit, nous sommes un peuple qui a tout le temps vécu dans cette société. La société, elle a eu des couches et des couches de culture, d'histoire, etc. Donc nous sommes un seul peuple. Et cette notion de peuple va dire que nous sommes des Algériens. Et nous sommes Algériens, donc il nous faut une nation, la nation qui va souder cette société, ce peuple, qui va former le ciment de cette société, et donc pour lancer l'État. Donc, l'État-nation, qui va parler de nos anciennes valeurs, de notre histoire ancienne, mais aussi qui va assurer l'avenir de nos enfants. Donc, c'est quelque chose de très important, et cette notion va le marquer jusqu'à la fin. Cette notion d'algérianité, c'est une notion très importante parce qu'elle fait rupture entre ce qu'on appelait les vieux turbans, que chacun se voyait dans une région. Moi, je suis Chaoui, moi, je suis de telle tribu, moi, je suis... Non, c'est C'était un fini. peu la Nous politique sommes... coloniale qui C'est divisait la la société politique coloniale. Donc, c'était une manière d'intégrer toutes les couches depuis la préhistoire de ce peuple qui est mise en valeur et qui va être intégré par toute cette génération qui va mener la lutte pour la libération nationale. Ensuite, après le travail politique, jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, Ben Mehdi faisait partie de l'organisation spéciale, c'est-à-dire l'organisation spéciale qui a été chargée par le PPA-MTLD clandestinement de préparer la révolution armée. Absolument. Tout d'abord, Ben Mehdi va être le secrétaire général de la section les AML, les Amis du Manifeste de la Libération, à Biskra. C'est à ce titre-là qu'il va être arrêté le 9 mai, c'est-à-dire après les événements du 8 mai 45. Donc, il va être emprisonné. Et l'emprisonnement de l'Arbi Belmehidi va être un moment important dans sa vie. Donc, il va rentrer en contact, en quelque sorte, en conflit avec la colonisation. Ils l'ont amené en prison. Belmehidi, il va aussi, il faut le dire, il a été donc membre du PPA et donc il a fait l'école du scoutisme, etc. Donc cette situation
va le forger, il va le mettre en contact avec d'autres personnalités qui vont lancer l'OS, l'organisation spéciale. C'est un moment important. L'OS a été lancé en 1947 et c'est une nouvelle génération donc, du mouvement national qui va faire une rupture avec les anciens. Donc, en quelque sorte, parce qu'au PPA, MTLD, il y avait déjà le conflit entre les centralistes et Même la et création de l'agriculture. l'organisation spéciale a été décidée en raison de la pression des jeunes qui voulaient à tout prix passer à l'action Absolument. militaire pour l'indépendance. Absolument. Cette politique des élections et tout, ça n'a rien donné. Donc, il faut passer à la violence, il faut passer aux guérillas pour, évidemment, Imposer imposer la libération de l'Algérie et donc de la nation algérienne. Bon, donc après ça, bien sûr, l'OS a été démantelé suite à une erreur, je pense, à l'est du pays. Et le PPA-MTLD va faire face à une crise interne entre les centralistes et les messalistes, qui va entraîner la création du CRUA, le Comité révolutionnaire de l'unité et de l'action. Et évidemment, là aussi, Ben Mehdi faisait partie de ceux qui voulaient à tout prix cette rupture en déclenchant la guerre de libération nationale. Effectivement, cette période, elle est importante parce que il y avait une histoire, ce qu'on appelait la crise des berbéristes. La crise berbériste qui s'est déclarée en 1949. En fait, cette crise, comme je le dis bien dans le documentaire, et le souligne l'intervenant Amazit, dans la réalité, c'est une crise de chef, de zaïsmisme. Il y a les anciens qui sont contre les nouveaux, les jeunes, etc. Et donc, on a accusé certains militants de berbéristes. Alors, cette histoire, donc, on veut donc aller pour punir des membres, ces jeunes-là, et à Tébessa, il y a un conflit qui se déclare. Et la police découvre qu'il y a une organisation secrète. Spéciale. Et plutôt une organisation secrète. C'est pour nous, mais eux, c'est secret. Pour la police française, c'est une organisation secrète. Et c'est à partir de là, donc, l'Arbi Belmehdi va quitter Beskra, il va être affecté dans l'Oranie. Donc, il va être le responsable, même ça va continuer donc, dans l'Oranie. Donc, c'est quand même une période un peu difficile. Et le conflit va toujours se poursuivre, hein, etc., jusqu'à la création du CRUA. Et après le CRUA, évidemment, il va y avoir la création du FLN. En finalité, Ben Mehdi, comme le voit, c'est du scoutisme au PPA-MTLD, à l'organisation spéciale, jusqu'à la création du CRUA. Donc, il a fait pratiquement tout le parcours militant engagé pour l'indépendance du pays à l'époque. Évidemment, Ben Mehdi figurait aussi parmi les 22 et ensuite, il a été désigné parmi les 6 qui ont déclenché la révolution du 1er novembre, qui ont décidé de la date du déclenchement de la révolution du 1er novembre. Et en même temps, c'est eux qui ont rédigé la fameuse déclaration du 1er novembre 1954. Oui. Donc, selon vous, vous avez plongé dans la vie de Ben Mehdi. On pense que Ben Mehdi avait vraiment, c'est-à-dire le poids, l'engagement, la maturité politique pour figurer parmi les dirigeants de la révolution algérienne. Absolument. Écoutez, il est né avec le mouvement national. Il a fait l'école du mouvement national, donc il a évolué. Donc, par exemple, à la création du PPA, l'Arbi Belmehdi avait 14 ans. À la création, il avait 14 ans.
puisqu'il avait 14 ans, c'était au moment où il a eu son certificat de fin d'études. Voilà. Donc, il évolue en même temps des mouvements nationaux. Il va commencer donc par le militantisme dans ce mouvement. Il va assister aux crises, hein, des différentes tendances, etc. Donc, c'est tout à fait normal qu'il prend du volume, qu'il prend de l'étoffe, etc., pour devenir un grand chef. Et au 1er novembre, donc, il était le chef de la zone 5, dans l'Oranie. L'Oranie, bien sûr, évidemment, le 1er novembre 1954, la révolution est déclenchée. C'est le congrès de la Choumam. Et là, on voit que Ben Mehdi a joué un grand rôle dans la réussite de ce congrès. Ça, bon, il y avait lui, il y avait aussi Abba Ramdan, pour assurer les décisions Non, et les résolutions du ça congrès de s'est Choumam. passé 2 années après le 1er novembre. 2 années. Donc 2 années, parce que avant il y avait le 20 août 55, c'est le Nord constantinois. le Nord constantinois. Et le 20 août 1956, c'est le congrès de la Sommam. Le congrès de la Sommam est un moment important, est une rencontre, est un congrès fondateur fondateur du futur État algérien. Donc, c'était en ce moment-là qu'on a déposé les jalons, on a déposé les fondements, en quelque sorte, pour la future organisation de l'État algérien. C'est-à-dire là, il y avait, on a mis les structures, il y avait les deux organisations, l'organisation administrative voilà. du pays et l'organisation militaire. C'est-à-dire c'est pratiquement la naissance de l'armée de libération nationale qui est... Oui, c'est là où on a commencé à organiser, donc à structurer l'État. Donc on a créé le CNRA, le Conseil national de la révolution algérienne, qui est en quelque sorte le Parlement. Hein. Donc c'est là-bas où tous les représentants du peuple algérien vont discuter les démarches pour la libération de l'Algérie, pour l'Algérie. Et puis il y a eu le CCE, le comité de coordination et en quelque sorte le gouvernement. Ça a été. Alors parmi les plus grandes décisions, c'était que l'action militaire doit obéir à une politique. Ce n'est pas une action comme ça. Ensuite, quand on fait une action, elle doit être coordonnée avec tout le pays, avec tous les zones, donc qui vont devenir des wilayas par la suite. Donc c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que c'est une action politique, ce que l'action politique, ils vont le faire au niveau de l'Algérois. Donc ce ne sera pas chacun de son côté, mais tout cela va être coordonné par le comité de coordination de l'exécutif. C'est important. Ensuite, donc on a transformé les zones en wilayat. On a créé comment dirais-je, on a structuré, on a unifié ou homogénéisé l'ALN, donc par rapport au paiement des soldes, etc., etc. Ça va être les grades et le financement va être le même pour les gens de l'Est, de l'Ouest, etc. Ce ne sera pas chacun de son côté. Et donc, il va y avoir une partie consacrée aux relations extérieures. Il fallait internationaliser cette question qui est la question algérienne. Donc voilà. La troisième chose, c'est qu'on a décidé de mener une guérilla urbaine. Avant, c'était rural, c'était dans les montagnes, dans les djebels, dans les trucs.
On décide alors que le CCE s'installe à Alger. Il va mener une guérilla urbaine, donc la capitale, au niveau de la vitrine du colonialisme qui était Donc, pour Alger. la guérilla urbaine, juste des guillemets, bon, il n'y avait pas seulement Alger. D'accord. Bon, on parle d'Alger parce qu'il y a eu cette fameuse bataille d'Alger, mais la guérilla Absolument. urbaine, elle s'est déroulée dans toutes les villes algériennes. Je sais qu'il y a eu Absolument. beaucoup d'attentats, que ce soit à Constantine, que ce soit à Sétif, que ce soit à Annaba, que ce soit à Oran. Donc, cette guérilla urbaine, quand elle a été décidée, elle a touché toutes les grandes villes du pays. Absolument, mais le fait Mais Alger qu'elle faisait touche plus de Alger, bruit. Alger Bon, c'était la la vitrine, capitale, disons, c'est la capitale en quelque même de la sorte. colonisation, c'était la capitale de la colonisation. Donc, ça faisait plus de bruit, c'est tout. Mais sinon, c'était, je me souviens même de femmes, de des témoignages de femmes poseuses de bombes à Sétif. Il n'y avait pas qu'à Alger, hein, Absolument. juste pour Absolument. clarifier certaines choses. Donc, le CCE est à Alger. Oui, Et Ben Mhidi, bon, le CC bien sûr, et à sa tête, Ben Mhidi décide du déclenchement de la fameuse grève de 8 jours. absolument. Donc, et là, il y a bon, certains racontent que Ben Mhidi, il voulait une grève d'un mois. Bon, évidemment, les autres membres étaient un peu modérés. Ils ont dit que pour que le peuple tienne pendant un mois, c'était difficile, ce qui était vrai. Parce que quand on voit la répression de l'armée française à l'époque concernant cette grève, cette répression a été sauvage. Donc, on décide d'une grève de 8 jours. Et là, on monte d'un cran dans la bataille politique, c'est-à-dire la grève de 8 jours devrait permettre à l'Algérie de faire entendre sa voix sur le plan international et surtout à l'ONU. Et là, Ben Mhidi a joué un grand rôle dans cette décision. Oui, oui, absolument. Mais bon, avant de parler de cette grève du 8 jours, je préfère parler du moment où le CCE s'est installé à Alger. Le CCE s'installe à Alger en septembre et il décide donc de répliquer à l'attentat de Thèbes. La Casbah. L'attentat de Thèbes est passé le 10 août, donc une dizaine de jours avant le 20 août, donc avant le congrès de la Sorbonne, et on décide de répliquer. On décide de répliquer et on va organiser des attentats à Alger. Donc, comme il a été décidé donc, au congrès de la Sommam, c'est le début de la guérilla urbaine. Et donc, une bombe au Milkbar par Zohra Drif, une bombe au Mauritania par Jamila au Hirt, une autre bombe au niveau une troisième bombe. L'automatique, c'est après. Après. L'automatique, c'est après. Donc, trois bombes ont été déposées donc, à Alger. Ça a été la réplique donc, à l'attentat organisé donc, à la rue Thèbes par l'OREF. L'OREF est une organisation de la résistance de l'Algérie française. Donc les ultras, donc avec l'organisation. Maintenant, pour revenir à la grève. Donc on décide de faire une grève, effectivement, et on décide de faire cette grève de 8 jours parce que la question algérienne va être traitée à l'ONU. C'était la première fois où on allait donc discuter de la question algérienne. Donc, pour montrer à l'international que les Algériens sont derrière le FLN, que le FLN n'est pas un petit groupe de terroristes, de poseurs de bombes, etc., mais c'est une organisation qui représente le peuple algérien. Effectivement, donc, on va demander de l'organisation de cette grève de 8 janvier, plutôt de 8 jours,
Et elle ne va pas se passer uniquement à Alger, mais elle va se passer un peu partout dans les autres villes, y compris en métropole, en France. Voilà. Donc, on va organiser cette guerre. Mais avant le 28 janvier, on va mettre de la pression sur la colonisation. Et on va donc déposer des bombes automatiques, Flucocardie, etc. Donc, une manière de faire de la pression sur... En ce moment-là, on demande, donc, on donne les pouvoirs spéciaux à Massu et, ses parachutistes, les parachutistes de Massu pour faire la police, donc pour exercer la police. Donc, c'est pratiquement, on rentre dans un autre stade. Donc, effectivement, cette grève va se passer. Les parachutistes de Massu vont essayer de la Cassé. casser, donc, etc. Et il y aura un fait grave, c'est qu'ils vont utiliser les méthodes les plus atroces, la torture, les disparitions. Il va y avoir, pendant cette période, un nombre important de disparus. Des gens qui partent, on les revoit plus. À Alger, on parle, seulement à Alger, on parlait à l'époque de 3000, je pense, 3000 disparus. 3000, c'est Alger. le secrétaire général de la police française qui a parlé de 3000 disparus. Disparus. Mais les chercheurs et les scientifiques, les historiens parlent d'un nombre entre 5000 et 8000. Donc, c'est un nombre assez important. D'ailleurs, il y a un site où on peut avoir accès, les 1000 autres.org, où les gens ont déposé. Donc, je parlerai aussi. Donc, ils ont utilisé les méthodes les plus atroces. On appelait, par exemple, les crevettes de Bijar. Crevettes de Bijar, quand on attrapait quelqu'un après torture, etc., on lui mettait les pieds dans du ciment, donc une fois sec, on prenait l'hélicoptère et on le jetait en mer. C'est connu. Comme ça, les crevettes de Bijar, c'est connu. Beaucoup de témoignages sur les crevettes de Bijar. Et il y a eu aussi les corvées de bois, donc on amenait on amenait des gens dans des lieux en dehors, dans les fermes des colons, etc. On les lâchait et on leur tirait au dos. Et donc, les chiffres, c'est entre 5000 et 8000, parce que on n'a pas les statistiques. L'État français a caché cette hypertension. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ces statistiques ne sont pas rendues publiques. Donc, après cette répression féroce, bien sûr, de la grève des 8 jours, le 23 février 1957, Arbi Ben Mehdi est arrêté en plein cœur d'Alger, dans un appartement, je pense, du côté du quartier des Bussets, à Alger. Et là, c'est une grande victoire pour, bien sûr, c'est-à-dire les médias coloniaux ont fait passer cette arrestation comme étant une grande victoire de la répression française. Et on exhibe Arbi Ben Mehdi dans une conférence de presse où il apparaissait souriant, sûr de lui. Il va répondre même à certaines questions des journalistes, entre autres celles où il a dit donnez-nous vos avions et on vous donnera nos coups fins pour les bombes, la fameuse réponse. Et le 4 mars, l'administration ou l'armée coloniale française à Alger annonce que Ben Mehdi s'est suicidé. Évidemment, le suicide de Ben Mehdi n'a jamais été, accepté par la majorité des Algériens, connaissant la personnalité, l'engagement et le caractère de Ben Mehdi. Absolument. Donc, l'assassinat de l'Arbi Ben Mehdi a été maquillé.
en quelque sorte, on suicide. On a dit qu'il s'est suicidé. Et ce mensonge mensonge de l'État français, il a duré quelque chose comme 65 ans. Il fallait attendre 2001 pour que Osaras déclare qu'effectivement, il a, dans une petite ferme du côté à 20 km au sud d'Alger, l'Arbi Belmehidi a été pendu avec un groupe. Donc, il y a eu plein de recherches. On dit qu'il a été assassiné dans une ferme Chebli, à Chebli, du côté de Birtouta. Enfin, il y a eu plein de versions là-dessus. Il fallait aussi attendre jusqu'à ce que Macron arrive en Algérie à l'occasion des 70e anniversaire pour dire effectivement que l'armée française a effectivement assassiné l'Arbi Belmehidi. Mais ça, c'est une déclaration politique, c'est-à-dire qui n'a rien à voir avec les décisions de justice, les décisions d'histoire, des reconnaissances de l'histoire. C'est des choses qui restent encore à faire, évidemment. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y a toujours il y a absolument cette difficulté avec la France de solder, disons, les crimes, de reconnaître les crimes oui. commis. D'autant plus qu'il y a eu beaucoup de lois en France, une série de lois d'amnistie. C'est pour ça que Osaras a pu parler. La toute dernière loi a été votée en 1989 et figurez-vous qui était président ce temps-là, c'est François Mitterrand. Qui était ministre de l'Intérieur Qui était ministre de l'Intérieur et qui était aussi ministre de la Justice. Et sous sa direction qu'il y a eu les exécutions et qu'il y a eu Monsieur Mitterrand et Max Lejeune, qui était secrétaire d'État à l'armée, Massu, Osares et Bijard sont responsables de la mort de ces milliers d'Algériens. Ils n'ont pas respecté les lois internationaux. C'est vraiment